À Tremblant, on était 6 listings en 2015 sur Airbnb seulement. Ouais. Et il n'y avait aucun condo sur les plateformes comme Booking.com et Expedia. Là, malgré que j'avais des petits condos, moi, je disais, hey, je vais faire comme les hôtels, je vais les afficher sur Booking. Qu'est-ce que tu penses de ça aujourd'hui? Airbnb? Plus difficile, ouais, beaucoup plus ça. d'offres, en fait, sur le marché. Qu'est-ce que tu vois qui est le défi primaire présentement? Beaucoup de changements au niveau de la SCHL et d'être à l'affût de ce qui se passe justement dans les changements comme ça. Donc ça, je trouve que c'est important de s'accompagner d'un courtier hypothécaire qui rapidement peut, en amont, connaître qu'est-ce qui va se passer ou qu'est-ce qui s'en vient. As-tu déjà vécu des défis? D'être une femme qui arrive entrepreneur général avec tes bottes pis tout? Là? Ah ben oui. Ouais? Ben oui. Ouais. Oui et non. Parce que je travaille avec des bonnes équipes depuis des années. La femme a tellement sa place. Vous avez plein de talents, là, mais la femme aussi. Bonjour et bienvenue à cet épisode de Retour sur l'investissement présenté par le Collège MREX. Je m'appelle Nicolas Ray, je suis président du Collège et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Karine Jaffrion, investisseur immobilier et également courtière chez PMML. On va parler d'un paquet de sujets vraiment intéressants, dont le succès des femmes en immobilier, la capacité aussi à bien entrer en relation avec les gens, puis l'importance du côté relationnel, justement, de son succès en immobilier. Vous allez voir, on va traverser plusieurs sujets extrêmement intéressants, percutants, et je vous souhaite donc un excellent visionnement. Salut Karine. Salut Nicolas, ça va? Ça va très bien, toi? Hey, mais merci de me recevoir, je suis vraiment contente. Merci d'être là. Tu t'es déplacé en plus. C'est un petit bout, mais on fait la route. On essaie de te convaincre que l'Estrie, c'est la plus belle place. C'est beau. Ah, c'est beau. Wow, c'est beau, j'ai fait le saut. Je pense que, en toute honnêteté, je pense que je n'étais jamais venue. Ouais. Quoi? Oui, dans mon souvenir, j'ai fait « Oh my God, c'est donc bien beau. » OK. Ouais. Super belle ville. Je comprends pourquoi tu fais Fierbrook. Parce que c'est magnifique. C'est vraiment le fun. Vraiment. Ouais. Je fais toujours des blagues aux gens de la Rive-Nord. Genre, tu sais, c'est juste parce que vous n'avez pas encore connu l'Estrie. Il y a d'autres choses qui existent. Ouais, c'est ça. La Rive-Nord, c'est comme une version moins haute de l'Estrie. Tu sais, c'est plus de bébêtes, il fait plus froid, plus de trafic. Ça, c'est... Non, on est bien, ça arrive nord aussi, mais c'est vraiment beau. Puis je comprends ton vouloir d'embellir cette belle ville-là. Ouais. C'est magnifique. Ouais. Fait que toi, t'es investisseur immobilier. Absolument. Récemment aussi devenu courtier hypothécaire chez PMML. Oui, au commercial. Ouais. Effectivement, ouais. j'adore. Ouais. T'es une fille qui n'a pas peur de foncer. Oui, absolument. Donc, je pense que ça a toujours été en moi, Nicolas. Ouais. Vraiment, de foncer, d'être différente, d'aller au-delà des balises, foncer. Oui, c'est vraiment moi. Qu'est-ce qui t'a amené initialement à l'immobilier? C'est-tu quelque chose, tu sais, quand tu étais jeune, tu pensais à ça ou... Bien, je te dirais que mes parents ils ont l'immobilier quand même. Okay. Donc, c'était un bel exemple. Il y avait des mini-entrepôts, des logements, des choses comme ça, malgré que c'était des travailleurs là, qui faisaient ça on the side. Puis, pour moi, c'était des beaux modèles. J'avais vraiment un désir au début du design, de la rénovation. Donc, c'est venu un petit peu plus comme ça. Puis ensuite, je voulais vraiment bâtir un patrimoine. Oui. C'est ça, tu t'es lancé beaucoup dans le côté design au départ, c'est ça? Oui, au départ. Les Airbnb, puis... Je dirais que, oui, j'ai commencé malgré avec un triplex, investissement neuf, bien standard. Ouais. Mais ensuite, il est venu en 2015 l'opportunité d'acheter des Airbnb, effectivement. Puis là, il n'y en avait presque pas à Mont-Tremblant. Ça commençait, les gens ne connaissaient pas la plateforme. Ouais. Donc, est venu une acquisition, un second, ensuite une compagnie de gestion aussi de court terme auquel... J'ai vraiment investi à travers plusieurs années. Puis je te dirais qu'il y avait une question de timing, évidemment, parce que c'est de la nouveauté. Fait que le court terme, beaucoup de design, beaucoup de rénovation. Donc, la licence d'entrepreneur général est venue. Puis ensuite, est venu d'autres styles d'investissement. Alors, j'ai découvert plus le multilogement, le développement de terrain, le commercial également. Donc, c'est super diversifié. Le Airbnb, au départ, c'est ça, on pense que c'est là depuis longtemps, mais la vérité, c'est que... 2015. À Tremblant, on était 6 listings en 2015 sur Airbnb seulement. Wow! Oui, en 2015. Ah, ouais. Et il n'y avait aucun condo sur les plateformes comme Booking.com et Expedia. OK. Il n'y en avait pas. Ah, ouais. Et là, malgré que j'avais des petits condos, moi, j'ai dit, je vais faire comme les hôtels, je vais les afficher sur Booking. Puis, oui, alors j'ai affiché sur les plateformes comme ça, puis ça a vraiment percé, donc ça a vraiment bien fonctionné. Puis le design dans le domaine de l'investissement Airbnb, c'est vraiment hyper important. Hyper important. C'est là que je pense que c'est la différence entre ceux qui réussissent bien puis ceux que non, là, c'est le côté design. Tout se joue au niveau
des amenities, là, tout ce qui est inclus dans tes condos, le design, le look. Les gens reconnaissaient, en fait, que c'était des condos Casania, là, qui était notre brand. Là, les gens reconnaissaient. Puis, ce qui arrivait, c'est que ça m'a permis de faire la rénovation, faire de l'acquisition, rénover et vendre des condos à des propriétaires investisseurs qui voulaient notre brand. Donc, qui avaient confiance en notre compagnie de gestion, en nos revenus. Fait que ça a créé un D'où la gestion qui est comme sortie de ça, essentiellement. Oui, on faisait vraiment une roue. Donc, on avait la rénovation, l'acquisition, la rénovation, et on vendait avec la gestion. Donc, c'était un clé en main merveilleux. Là. Qu'est-ce que tu penses de ça aujourd'hui, Airbnb? Plus difficile, beaucoup plus d'offres, en fait, sur le marché, ce qui fait en sorte qu'évidemment, plus d'unités louées, donc une petite diminution. On fait encore notre marque, il y a encore de la place, mais c'est plus difficile. Il faut vraiment bien calculer Parce qu'il y a eu un gros boom avec le COVID, on l'a vu, tout le monde... On dirait que tout le monde s'est mis à faire du Airbnb, puis à acheter des chalets, puis des condos locatifs, puis... Avec ce qui se passe peut-être aux États-Unis, peut-être qu'on va voir... Peut-être ça va revenir. Ça va revenir, effectivement, si nos Québécois restent plus au Québec pour voyager. Donc, probablement que ça va augmenter les locations. Donc, peut-être, moi, j'ai espoir que pour les propriétaires de chalets aussi, parce que je pense que c'est plus cette industrie-là peut-être qui en souffre versus les condos. De mon côté, je trouve que ça va encore super bien au niveau des investissements qu'on a encore. Mais, surtout qu'on le voit, je voyais une statistique récemment, là, le nombre de vols du Canada vers les États-Unis ont vraiment droppé. Puis je suis en train de planifier justement des différents voyages, Europe, États-Unis, puis je regardais les prix, puis les prix pour les vols vers les States ont droppé parce que le monde, ils veulent plus y aller. Fait que si on peut garder nos Québécois c'est clair. dans nos Airbnb au Québec. C'est clair. Ça va être très bon. C'est là que je trouve ça intéressant en immobilier. Des fois, on a tendance à être très fataliste. On va dire, les taux d'intérêt ont augmenté, fait que là, tout va mal. Puis surtout les gens qui ne sont pas immobiliers, mais là, récemment, je sentais que le marché de l'Airbnb était plus déprimé un petit peu parce qu'il y avait eu un high durant la COVID. Puis là, les gens sont comme, c'est passé cette vague-là, c'est fini. Mais c'est ce qui est le fun aussi de l'immobilier, c'est que c'est des actifs à long terme. Quand tu t'occupes bien de tes choses, tu vas probablement toujours bien t'en sortir. Il va y avoir des années plus le fun, des années moins le fun un peu, mais on le voit à quel point que juste quelques changements, des fois, si les gens ont plus envie d'aller aux États-Unis à cause de ce qui se passe, si le taux de change il devient trop désavantageux pour nous, c'est toutes des choses qui, rapidement, peuvent faire en sorte que là, l'Airbnb devient plus intéressant. Là, on parle du Airbnb, on pourrait parler d'autres classes. Là, mais... Par contre, ce qui est un peu plus difficile, Nicolas, en toute transparence, c'est les financements. Oui, vraiment. Donc, tu le vois encore plus, là, comme... Parlons-en, parce qu'effectivement, je suis dans le domaine, puis ça prend des investisseurs qui ont un bon portfolio. C'est pas un premier achat quand on se lance, je pense, dans un Airbnb maintenant. À l'époque, c'était facile de passer au financement, un petit peu plus difficile maintenant. Donc, il faut avoir les reins solides, avoir un bilan personnel solide, parce que c'est vraiment au niveau des actifs personnels. Parce qu'au niveau commercial, pas beaucoup d'appétit au niveau des institutions financières, malheureusement. Oui, c'est ça. Fait qu'il faut que tu sois capable d'avoir... Tu déclares beaucoup de salaires. Exactement. Des beaux salariés. ABD, ATD... Le ratio ABD, ATD, il faut que tu sois dans le tapis. Il faut que tu sois dans le tapis pour pouvoir t'acheter une deuxième propriété... ton Airbnb locatif. Secondaire, Airbnb, effectivement. Donc, on est dans ce créneau-là. C'est là que je pense, tu sais, tantôt, tu disais, tu as commencé dans ce domaine-là, après ça, tu es allé un peu plus vers l'évolution du commercial, multirésidentiel. Je pense que c'est un peu le mouvement naturel de beaucoup d'investisseurs. Tu sais, les gens vont généralement commencer avec duplex, triplex ou un condo, une maison. Des fois, vont aller vers le locatif Airbnb, justement, chalet, condo. Mais assez rapidement, on se rend compte que, entre autres, le financement bloque beaucoup. Il y a un pivot à cause du financement. Donc, c'est les capacités d'emprunt qui viennent limiter. Donc, plus acheter d'autres Airbnb. Donc, on va se retourner vers des 5 unités et plus pour avoir des programmes comme APH, Chelec, etc., qui permettent une capacité de financement. As-tu eu de la misère quand tu as commencé à plus faire, justement, multirésidentiel, commercial, tu sais, étant donné que tu es passionné du design, de ce côté-là, parce que c'est comme moins important. C'est pas que c'est pas important, mais tu peux t'en sortir sans design, on s'entend. Donc, l'émotion, donc le côté très subjectif que j'avais en moi, il faut laisser le côté quand on est investisseur immobilier. Donc, on vient plus regarder les chiffres, on vient cruncher les résultats.
faut laisser les émotions un peu plus de côté. Malgré que je suis une investisseur beaucoup plus dans le neuf. Ouais. Donc, tu sais, pour moi, d'avoir des beaux immeubles neufs, ça me rejoint. Puis, c'est pour ça aussi, là, maintenant, je fais du développement de terrain. Donc là, ça, c'est sans émotion encore, mais ça permet d'avoir une vision à long terme sur une municipalité où tu peux amener du multilogement, changer un secteur, amener à la municipalité des concepts avec... on va faire ça à tel endroit, voilà pourquoi on fait des PPC-moi, ces choses-là. Donc, ça l'amène mon côté créatif qui, à long terme, je trouve que je vais laisser une image à long terme dans les municipalités. Oui. Ah, c'est le fun, ça. Ouais. Puis, là, t'es rentré chez PML? Oui. Courtier hypothécaire? Oui, tout à fait. J'adore. T'adores? Ah, ouais. J'adore. J'ai fait le pivot du résidentiel, parce que j'ai commencé par le résidentiel. Ce qui est merveilleux, c'est que j'ai appris vraiment les deux volets. Ouais. Donc, quand on me parle de financement plus résidentiel, je connais toute la donne. Commercial qui est totalement différent aussi. Fait que c'est merveilleux parce que je fais le développement immobilier à côté et mon travail principal, c'est de parler à des investisseurs immobiliers, connaître leur réalité, les motiver. Puis j'aime beaucoup prendre par la main aussi. Donc, il y a des investisseurs qui savent pas trop. Puis mon côté entrepreneur général en construction, mon côté aussi construction neuve, amène un certain niveau de compréhension que d'autres courtiers, malheureusement, n'ont pas vécu, n'ont pas mis leur botte de construction sur les chantiers, alors que moi, je l'ai fait. Fait que ça amène une belle dynamique avec mes clients. Oui, c'est ça, l'expérience, c'est important. Oui, je suis convaincu que ça doit te permettre d'être une meilleure courtière, mais aussi, maintenant, de faire ce travail-là aussi te permet d'être un meilleur investisseur. Les deux. Oui, évidemment. Comprendre encore plus les chiffres, comprendre encore plus la dynamique. Parce que je ne te cacherai pas qu'au début, en faisant des Airbnb, on se lance, on ne calcule pas, on investit, on veut juste que ça soit beau, on est fiers de nos projets. C'est moins mathématique que, mettons, des blocs appartements. Effectivement. Donc là, on laisse un peu côté les émotions. Maintenant, on fait des croches de chiffres. Oui, c'est ça. Là, c'est comment que Karine... ça, c'est cher. On ne va pas mettre ça là. On y va pas, effectivement. Ah, c'est bon. Oui. Tu as participé à la meute multilogement. Oui. Tu as fait la C16. Tu as terminé il y a 2 mois, je pense, maintenant. Oui. Donc, parle-moi de ton expérience là-dedans. T'es arrivé à la dernière minute. Dernière minute, j'avais beaucoup hésité parce que Nicolas, c'était la première formation pour moi immobilière. Donc, je savais pas. À travers le fait que j'ai quand même été en immobilier depuis plusieurs années, j'avais jamais fait encore de formation. OK. Donc, pour moi, j'allais chercher essentiellement les contacts, j'allais chercher une expérience humaine, j'allais chercher des notions également que je n'avais pas parce que j'ai découvert plein de choses qui n'étaient pas à mon coffre d'outils. Dernière minute, et je ne regrette pas du tout mon expérience. Ça a été vraiment extraordinaire. Rencontrer tous les coachs, toi aussi et toute ton équipe du collège, belle gang, des belles valeurs. Ça me rejoint beaucoup. Je suis vraiment contente. Tu as gagné un prix, d'ailleurs? Oui. J'ai gagné la révélation de la C16, donc la révélation de la cohorte, qui est vraiment très flatteur. Parce que, comme vous le savez, comme je l'ai dit, j'étais allée valider mon amour de l'immobilier à travers la meute pour un second souffle à un parcours dans ma vie, puis personnel, puis... Quelle belle reconnaissance. Je suis très, très flattée. Tu t'es rendu compte que tu aimais vraiment ça, l'immobilier? Vraiment, vraiment. Ah oui, non, c'est fou. Déjà, des projets en branle, d'autres développements de terrain qui suivent son cours en ce moment. Et vraiment, j'adore. Hey, salut, je vous dérange 2 secondes durant cet épisode. D'ailleurs, merci beaucoup de nous écouter. On le fait pour vous. Et c'est très, très rare que je vous demande quelque chose, mais... Voici le temps arrivé. Je vous demande une petite chose, c'est de vous abonner sur votre plateforme préférée de podcasting pour être sûr de toujours recevoir les nouveaux épisodes. Ça fait plus de 8 ans qu'on produit ça pour vous. Ça coûte de l'argent, du temps, de l'énergie, de la coordination. Et on le fait parce qu'on veut être sûr que même si vous n'avez pas d'argent présentement pour investir dans votre formation ou que le timing n'est pas bon ou vous n'êtes pas encore rendu là, bien, vous êtes capable quand même de vous inspirer, de vous éduquer puis d'avoir des modèles. Donc, pour nous encourager à le faire, on vous demande juste une petite chose. Ça prend 3 secondes. Assurez-vous d'être abonné sur votre plateforme préférée pour être sûr qu'à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode, vous le recevez. Merci et bonne continuité dans l'épisode. C'est quoi le plus grand défi que tu vois chez les investisseurs? Maintenant que tu travailles comme courtière, qu'est-ce que tu vois qui est le défi primaire présentement des investisseurs et des gens que tu côtoies? Beaucoup de changements au niveau de la SCHL.
Donc, en fait, je trouve que le défi est d'être à l'affût de ce qui se passe justement dans les changements comme ça. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est important de s'accompagner d'un courtier hypothécaire qui rapidement peut, en amont, connaître qu'est-ce qui va se passer ou qu'est-ce qui s'en vient. Parce qu'en tant qu'entrepreneur général ou en tant que développeur de terrain, si tu penses, exemple, à faire des triplex sur des lots séparés ou des quadruplex, puis finalement, il y a une loi qui change. Que finalement, ton projet de financement vient de tomber. True story. True story. Donc, ça peut faire mal. Donc, je pense que c'est ça, je trouve, le danger de l'immobilier, c'est d'être à l'affût des changements auxquels on ne peut pas contrôler. Ouais. Je trouve que c'est ça bouge vite aujourd'hui. Je me rappelle, tu sais, quand j'ai fondé Réarvé en 2013, on faisait du service conseil justement aux investisseurs. Puis à ce moment-là, je disais aux gens, tu sais, essayez d'être prévoyant. Les prochaines années, il va y avoir beaucoup de changements en immobilier. Tu sais, on sortait d'une ère de... Je veux pas, c'est une ère un peu plate puis facile. Puis je dis pas ça de manière péjorative pour les gens qui ont fait de l'immobilier avant nous, mais force est d'admettre que les années 2000, puis je dirais les années 2010... Tu n'avais pas besoin d'être très compétent pour réussir dans le domaine du multilogement. Tu as besoin, mettons, d'une première mise de fonds. Là. Mais dès que tu l'avais, là, ton niveau de compétence pouvait être proche de zéro. Là. Tu pouvais réussir. Puis tu pouvais vraiment réussir massivement. Exact. Puis les choses ne changeaient pas vite. Tu sais, je me rappelle, là, le financement SCHL pendant des années, là, c'était tout à faire. Il n'y avait rien qui changeait. Même les normalisations ne changeaient pas au niveau des dépenses. Il n'y avait rien qui changeait. Puis là, il y a eu une accélération vers les années 2018, 2019, 2020. COVID a changé tout. Mais là, on dirait que depuis 5 ans, c'est fou. Là. Aux 3 à 6 mois, là, tout change. Tout change. C'est incroyable. Puis des fois, j'entends des développeurs immobiliers qui disent « Ah non, nous, on gère ça à l'interne, nos financements, nos choses. » Mais tu sais, nous, là, chez PMML, on en fait des centaines de financements par année. Donc, en tant que courtier, tu sais, alors... Je comprends qu'on veut essayer de le faire à l'interne, mais on ne peut pas être au courant de tout ce qui se passe aussi vite que dans une boîte directement qui sont connectés. Fait qu'il faut faire... je pense que le truc, c'est vraiment de s'accompagner de professionnels. C'est de s'accompagner de professionnels, suivre des podcasts comme vous faites pour être tenu au courant de tout ce qui se passe dans l'actualité en lien avec... Absolument. Fait qu'il faut être à l'affût parce que ça bouge beaucoup trop vite. Ah, c'est clair. Je l'avais dit dans la conférence que j'ai donnée l'autre jour avec Jacques Lépine, la meilleure manière de perdre 100 000, c'est de chipper sur 5 000. Que ce soit une formation, que ce soit un professionnel. Effectivement. Combien de gens qui se sont fait des conventions d'actionnaires? Je le vois encore dans les réseaux sociaux. Hey, qui aurait un template de convention d'actionnaire? T'es comme, oh mon gars, t'es pas vraiment... T'es-tu en train de faire ça pour de vrai? Ou du monde qui ont incorporé leur propre business. Oui, tu peux l'incorporer, mais c'est incorporé tout croche ton affaire. Puis... Peut-être au début, quand t'es petit, tu verras pas la différence, mais... Après, ça peut être des milliers de dollars. Des milliers, des centaines de milliers, des millions, tu sais. On néglige souvent des aspects comme moins le fun. Tu sais, exemple, la comptabilité. Combien de gens je vois qui ont négligé la comptabilité ou qui ont fait affaire avec un comptable boboche parce que ils ont pris le premier du bord, c'est tout. Par expérience, ayant eu beaucoup d'émeutes dans un portfolio immobilier où on mixait du Airbnb avec du long terme, puis la comptabilité avec des perçus d'avance. Très important. Fait que c'est très, très important. Puis je pense que c'est très important de tenir tes projets et ta comptabilité par projet très, très serré pour voir, où sont les lacunes. Mais effectivement, la comptabilité est souvent trop laissée de côté. Puis on fait ça vite, on fait ça trop tard, puis... Encore une fois, je reviens sur on pèle vers l'avant. Bien s'entourer de professionnels. C'est tellement important. C'est quoi tes objectifs pour les prochaines années maintenant, autant comme courtière que comme investisseur? Oui, donc beaucoup de beaux projets pour moi. Donc 100% dans le travail, beaucoup. Là, je veux dire, j'ai vraiment beaucoup d'accomplissements à faire. Tu veux t'investir beaucoup, je pense, comme courtière. Comme courtière, on y va à fond. Pour la prochaine année, parce que il va y avoir des beaux changements au niveau du portefeuille immobilier. Donc, on est en repositionnement d'actifs. Donc, il va y avoir des nouvelles acquisitions, mais je prends mon temps parce que je pense qu'économiquement, il va y avoir des opportunités, il va y avoir des choses qui vont se passer. Puis, je remanie mon portfolio. Donc, oui, j'adore ce qui s'en vient. Ça m'a motivé. Entrepreneur général, tantôt, tu disais, mettre mes bottes de construction. Là.
Ben, ça me tente encore. Dans le sens où j'ai ça en moi. Oui. Quand tu as mis tes bottes, que tu as aidé tes gars de chantier, puis tu as vécu la vibe, c'est sûr que je vais le refaire. En ce moment, j'ai pas le temps, mais j'adore. J'adore faire ça parce que je suis une fille qui se lève tôt, je suis une fille qui aime être sur le terrain, qui aime voir, toucher. Je suis une fille de fière de mes projets. Fait que c'est sûr que ça me tente. Mais présentement, dans le time frame, c'est pas dans l'année 2025 qu'il va avoir ces projets-là, mais 2026, c'est sûr que je veux refaire de la construction neuve. T'as-tu déjà vécu des défis, tu sais, d'être une femme qui arrive entrepreneur général avec tes bottes puis tout? Là? Ah, ben oui. Ouais? Ben oui. Oh, ouais. Oui et non, parce que je travaille avec des bonnes équipes depuis des années. Les gars me connaissent. Tu sais, moi, je viens de la Rive-Nord, donc c'est des gens avec qui même j'étais à l'école. Donc, je travaille avec beaucoup de gens que j'encourage, que je connais de longue date. Beaucoup de respect. Donc, ils savent à quel point je suis investie dans mes projets, puis je suis bien aimée, puis... Fait que non, pas... J'en ai eu, là, des jokes de sous-traitants un peu mon oncle, mais, tu sais... il va toujours en avoir. Il va toujours en avoir, mais beaucoup de respect. Je trouve que les hommes, maintenant, sont quand même très respectueux des femmes. Je pense que notre place, il faut la prendre encore plus. Ouais. Puis, tu sais, d'autant plus que là, en plus, j'ai les deux volets, tu sais, autant où je suis du côté professionnel que je suis du côté où je suis capable d'être sur le terrain, connaître exactement de quoi il me parle. Fait que beaucoup d'expérience commence à prendre, puis ça fait beaucoup plus de respect, là, c'est sûr. Ouais. Je me fais souvent poser la question, justement, pourquoi il n'y a pas plus de femmes en immobilier, là, puis j'aime ce que tu viens de dire. Il faut prendre sa place, parce que je pense qu'il y a de moins en moins de barrières. Puis, tu sais, il va toujours y avoir des barrières pour tout le monde, là, on s'entend dans la vie, là, mais au final, je pense qu'il faut qu'on se responsabilise, tu sais. Puis souvent, j'entends, tu sais, à travers les clients que j'ai, des gens super motivés, puis sont des groupes d'investisseurs. Ouais. Et la femme est tellement utile parce que ça devient une business, tu sais. Il faut que chacun trouve son compte. Absolument. Alors, je sais pas pourquoi les femmes sont pas plus en immobilier, parce que c'est tellement utile d'avoir une femme dans un groupe d'investisseurs. Parce que, ou si, par exemple, tu veux t'en aller en optimisation, tu veux faire des flips, ou chaque personne doit avoir sa place dans ton... Puis, tu sais, on le fait dans l'exercice mission, vision, valeur, où tu t'en vas, quel genre de business que tu es, qu'est-ce que tu veux accomplir. Puis, la femme a tellement sa place. Les hommes, vous avez plein de talents, là, mais la femme aussi. Ah oui, ça, c'est clair. Alors, je pense que gênez-vous pas de foncer, les femmes. Go, allez-y. Vous êtes... Puis, gênez-vous pas de dire aussi que vous voulez faire partie d'un groupe d'investisseurs pour trouver votre place. Puis, tu sais, même Audrey du collège, elle a des investisseurs, des partenaires, puis elle en parlait comme quoi elle a pris sa place en tant que queen, tu sais, des chiffres. Puis là, elle est venue, puis ça m'a super inspiré quand elle a raconté. Je pense que c'est important. Je pense pas qu'il y ait un cabale secret d'empêcher les femmes. Tu sais, à chaque fois que je me fais poser la question, je suis comme, je sais pas. Vous êtes les bienvenus, plus que les bienvenus. Oui, mais c'est d'aller trouver notre mâle en nous, là, parce que, veux pas, les femmes, on est douces, on aime ça être sécuritaire, mais c'est un jeu, l'immobilier. C'est un jeu de Monopoly, là, dans le sens que c'est un jeu, c'est une belle business, puis la femme doit foncer, puis elle doit avoir confiance en elle, parce qu'on est fortes, les femmes, très, très fortes. Absolument. Beaucoup de compétences importantes. Mais là, on généralise, bien sûr, mais c'est drôle, je rencontrais un de mes investisseurs récemment dans Sherbrooke, puis il m'a souligné le fait qu'il disait « Hey, t'as-tu remarqué que toutes les personnes qui gèrent tes business avec toi aujourd'hui, c'est maintenant des femmes? » Puis il me disait qu'il avait entendu Kevin O'Leary, l'investisseur canadien là, qui est à Shark Tank aux États-Unis, puis Kevin, il m'a envoyé d'ailleurs la vidéo de Kevin O'Leary qui dit que je pense qu'il y a une étude qui a été faite que les chances de succès d'une entreprise dirigée par une femme, c'est plus élevé, en fait. Puis, fait que là, il m'a dit, tu sais, une des raisons pourquoi... il me fait une blague, une des raisons pourquoi j'ai investi toi, c'est que tu es capable de déléguer, dans le fond, la direction de tes entreprises à des femmes, essentiellement. Puis, je trouvais ça m'a poussé à une réflexion. Puis, tu sais, c'est très public, là. J'ai eu des situations moins le fun avec des anciens partners que j'attribue beaucoup à l'égocentrisme puis au narcissisme. Le greed puis le envy, là, surtout quand il y a beaucoup d'argent en jeu.
malheureusement, ça fait ressortir... C'est très masculin. C'est très masculin. C'est très masculin. C'est ce que je disais, c'est que j'ai l'impression, tu sais, aujourd'hui, d'avoir toutes les personnes les plus importantes qui m'entourent en affaires, ce sont des femmes. Oui. Puis j'ai l'impression que il y a beaucoup moins de ça, de ce narcissisme-là, puis ce égocentrisme, puis cette espèce de jalousie, envie, là, je le sens moins. Puis... Peut-être que tu vieillis, Nicolas. Peut-être. C'est peut-être la belle petite maturité en toi aussi, parce que c'est une belle maturité. Peut-être que les jeunes hommes ou autres, justement, ils ont ce égo-là, puis avec la... Mais ça revient à ce que tu disais, tu sais, les femmes ont leur place, puis certainement, tu sais, je pense que moi, j'ai toujours attribué que la réussite, ça passe pas par l'ego. Au contraire, l'ego, ça peut être un outil dans bien des situations, puis ça en prend, mais souvent, trop d'ego, ça mène à l'échec, justement. Oui. Je pense que des traits narcissiques sont... Là, je ne suis pas en psychologie, mais j'ai l'impression que les traits narcissiques sont moins présents chez les femmes, justement, puis ça, c'est un grand avantage. Puis autant pour les femmes eux autres mêmes de réussir, mais que quand tu montes tes équipes, parce que tu disais tantôt, c'est beaucoup du travail d'équipe en immobilier et en affaires. Tu n'es pas tout seul, tu montes tes équipes. Jamais tout seul. Puis même au travers mes projets immobiliers où moi, je les ai faits pratiquement tout seul ou avec mon partenaire, mais tes équipes, c'est tes sous-traitants. Ouais. C'est tellement eux qui sont... Puis c'est comme des employés. Il faut que tu les traites au même titre que si c'était des employés. Absolument. Alors, oui, les sous-traitants, les professionnels avec qui on travaille, moi, ça fait des années que je travaille avec les mêmes équipes, puis je la garde, je la nourris, cette belle relation-là. Oui. Ouais. Avec tout ce que tu as vécu à date dans ta carrière, puis dans ta vie, ce serait quoi le conseil numéro 1 que tu donnerais à Karine il y a... je sais pas moi, 10-15 ans? Le conseil, je dirais de déléguer plus. Okay. Donc, je dirais que j'aurais été probablement un petit peu plus loin aujourd'hui si j'avais appris à mieux déléguer. OK. Et à, des fois, laisser aller. Parce que ça aussi, ça fait partie aussi de la sagesse et de la maturité que je gagne. Ouais. Je te dirais que je suis très fière de pouvoir laisser aller. Okay. Parce qu'on parlait d'aimer ses projets, d'avoir mis tout son cœur. Puis des fois, tu gardes des projets qui sont pas bons, qui sont pas rentables, mais tu les gardes parce que tu les trouves donc bien beaux, puis t'es donc bien fier, mais au final, laissez aller. OK. Fait que je dirais qu'à la Karine de jeunesse, je dirais, sois un petit peu plus subjectif et sois capable de déléguer des tâches pour pas t'embourber, pas te fatiguer professionnellement, garder cette belle fougue. Et justement, toutes les aptitudes que j'avais, je me suis un petit peu des fois noyée dans des tâches que j'aurais pu déléguer, au final. Oui, j'aime ça. Ouais. J'aime vraiment ça. La valeur des relations en immobilier. Tu sais, on le disait tantôt, tu as gagné le trophée Révélation de la Meurthe. Oui. Je pense que la chose première derrière ça, c'est ta capacité aussi à entrer en relation avec les gens, à connecter avec les gens, à t'intéresser avec les gens. Puis on pense souvent que l'immobilier, c'est très cartésien, très... on analyse des immeubles, on joue avec de l'argent, c'est des chiffres. Oui. Mais au final, on se rend compte que les gens qui ont le plus de succès, c'est le côté relationnel. Vraiment. Puis relations, autant au niveau des investisseurs, des collègues ou des gens que j'ai rencontrés dans le réseau, mais également, il y a beaucoup de municipalités. On rencontre des conseils municipaux, la mairie, les citoyens auxquels on doit connecter à eux. Absolument. Puis si on se déconnecte trop de eux, à ce moment-là, on ne comprend pas la réalité du terrain ou même les locataires. Fait que moi, j'essaie de rester authentique et connectée. Puis une des plus belles valeurs, je pense, que j'ai, c'est justement l'authenticité. Puis ce qui permet de connecter réellement aux gens. Fait que ça, j'adore ça. Puis je pense que j'en suis bien fière de ça. Ah, j'aime ça. Ouais. J'aime ça. Karine, merci beaucoup. Merci. C'est vraiment un plaisir, Nicolas. Merci. On se revoit bientôt. Oui. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne YouTube ou à votre plateforme de podcasting préférée. Sinon, je vous invite à aller sur mrex.co/podcast. Une petite surprise vous attend pour vous remercier d'être aussi fidèle au poste lors de la diffusion de ces podcasts. Donc, merci beaucoup et à bientôt.